on est déjà rentré pas mal dans tout ce que cette loi travail imposait à l'échanger dans l'univers du travail, mais c'est vrai qu'on a commencé à le voir aussi. Il n'y a pas que la loi travail, il y a la façon d'imposer cette loi travail, il y a la façon de diminuer les APL, il y a la façon de mettre le couteau sous la gorge des agents de la SNCF, il y a ainsi de suite, énormément de choses. Et tout ça, ça va dans la même dynamique. Une dynamique qu'on connaît bien parce qu'on l'a déjà connue sur des gouvernements précédents. D'ailleurs, ça fait des décennies qu'on connaît cette dynamique-là. C'est celle du libéralisme assumé. Alors un coup il est de droite, un coup il est de gauche. Mais ce qui reste quand même, c'est des politiques libérales qui font aller toujours vers le moins-disant social, qui font en sorte que les inégalités se creusent et qui sont les ferments de toutes les divisions. D'ailleurs, ces divisions-là, elles sont très bien exploitées par l'actuel gouvernement. Il fait tout pour nous diviser, qu'on soit syndicat, qu'on soit parti, qu'on soit activiste, quel que soit l'endroit par lequel on veut essayer de changer la société, quel que soit l'endroit par lequel on veut essayer de faire front à cette politique, il essaye, et il réussit plutôt pas mal par ailleurs, à nous diviser. C'est une des raisons qui fait que je rejoins tout à fait l'appel des précédentes personnes, et que ce soit le 12, le 21 ou après, il faut qu'on arrive à démontrer que non, ils ne réussiront pas à nous diviser, que oui, le collectif a encore du sens, que oui, nos organisations, nos réseaux, ça reste une force de militance et que c'est comme ça qu'on doit avancer. Alors bien sûr, il y a du mépris dans tout ça. Il y en a sur le fond, il y en a sur la forme. Il y en a sur le fond, je viens de le dire, et puis il y en a sur la forme, parce qu'un coup on a un 49.3, un coup on a des ordonnances, mais tout ce que ça dit, c'est que la démocratie, ça n'a pas beaucoup de sens pour eux, et que la décision du collectif, il s'assoit systématiquement dessus. Et puis ces gouvernements, ils agissent aussi comme si le monde du travail, comme si nos modes de vie n'avaient jamais évolué. Alors on entend bien les discours marketing, les façons de parler d'innovation, tout ça c'est très beau, c'est de l'image, mais dans les faits, les outils qu'ils utilisent, les outils qu'ils développent, ils s'appuient sur ce qui aurait pu être le monde du travail d'hier, et ce qui n'est certainement pas le monde du travail du XXIe siècle qu'on essaye de développer. Parce que dans leur monde, à eux, il y a des employeurs qui pourront continuer à licencier en masse. Ça a déjà existé par le passé, ça existera encore plus grâce à eux. Grâce à eux aussi, l'action collective pourra être diminuée, parce que la présence des syndicats, leur importance dans les entreprises, c'est juste de la force collective, c'est juste de la démocratie. Et là-dessus, même le FMI, qui n'est pas forcément tout à fait raccord avec tout ce qu'on peut défendre ici, même le FMI explique que la présence syndicale, le dynamisme syndical, c'est un des outils principaux pour lutter contre les inégalités à l'intérieur des entreprises, et notamment les inégalités salariales. Et puis oui, on l'a dit plusieurs fois, changer le code du travail, ça n'aura aucun impact sur l'emploi. Tous les spécialistes que vous pourrez rencontrer pourront vous le dire. Même ceux qui font la promotion parmi les économistes de la flexibilité, ils expliquent que cette flexibilité, elle n'a d'effet que si on pense les transitions. C'est-à-dire si on mise beaucoup sur la formation, si on mise beaucoup d'argent aussi sur les processus qui permettent d'être parfois en emploi, parfois pas. Pas forcément une vision que je défends, vous en douterez, mais même dans les soutiens de cette flexibilité, en fait, c'est avéré que ça ne marche pas. D'ailleurs, dans leurs recettes qui ne marchent pas, il y a des choses amusantes. Par exemple, quand la croissance reprend, quand c'est censé aller beaucoup mieux, le chômage, lui, il ne diminue pas. Et puis on a surtout vu les fiascos s'accumuler sur ces dernières années. Le CICE, par exemple, qui est censé être vachement mieux que les contrats aidés, qui coûtent entre 10 et 50 fois plus par emploi. C'est-à-dire que l'emploi le moins cher dans le CICE, c'est un investissement minimum de 100 000 €. Là où on est entre 7 et 11 000 € sur des contrats aidés qui, eux, permettent de dynamiser le tissu local, qui permettent de dynamiser le tissu associatif, qui permettent à des petites entreprises d'émerger aussi. Mais en fait, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, que ce soit les précaires, que ce soit les minorités, c'est pas pour nous cette loi, c'est pour aucun de nous. Mais là où c'est cynique et là où on devrait arriver à se coaliser, c'est que pour les artisans, pour les petits patrons ou les petites patronnes, pour, je sais pas, les associations, les entreprises de l'économie sociale et solidaire,
Pour tous ces gens-là, cette loi, elle ne changera rien et elle va même plutôt compliquer les choses. En fait, il n'y a qu'une catégorie de gagnants là-dedans. C'est les fainéants. Mais les vrais fainéants, ce que Macron désigne, c'est-à-dire ces gens qui ne travaillent pas, mais qui vivent très bien du fait de leurs actions, du fait du CAC 40, du fait de leur héritage, tous ces gens qui, par ailleurs, exploitent à la fois le travail des humains et à la fois la nature, et qui, dans un même geste, arrivent aussi à priver du pot commun qui est l'impôt, tout l'argent qu'ils ont par ailleurs capitalisé sur notre dos. Et donc, si la volonté du gouvernement, c'était vraiment de la création d'emplois, moi j'ai envie de vous dire qu'il miserait sur d'autres choses. Alors, il y a plein d'outils, je pense qu'on va être nombreux à en évaluer, mais il y a, par exemple, le renforcement des droits des salariés. Il y a des milieux dans lesquels ça va de soi. L'économie sociale et solidaire, par exemple, c'est le seul secteur qui a résisté à la crise. Ça représente environ 10% de l'emploi salarié en France. Et ce sont des emplois surtout, excusez-moi, je lutte entre les feuilles de papier et ma tablette qui constitue une note qui glisse. Et donc, c'est un secteur où l'emploi n'est pas délocalisable et on cherche surtout à faire quelque chose qui paraît complètement fou, je pense, pour Macron et ses amis, c'est-à-dire à trouver du bonheur, du sens, quelque chose qui lie à l'entreprise. Et justement là-dessus, c'est une autre chose que pourrait faire Macron s'il voulait vraiment développer l'emploi en France. Non, fini. C'est la démocratisation des rapports en entreprise. Et justement, ce que tu dis, c'est intéressant. Parce que s'il y avait vraiment une démocratie en entreprise, il y aurait un véritable pouvoir pour les salariés, il y aurait un véritable pouvoir pour les employés, et peut-être qu'on ne serait pas en train de s'invectiver comme ça, du haut au bas de la salle. La démocratisation des rapports en entreprise, c'est aussi ce qui permet de lutter contre les maux au travail, les burn-out, les burn-out, toutes ces difficultés, les maladies liées aux conditions de travail difficiles, etc. D'ailleurs, il y a des pays où ça se fait, ça s'appelle la codétermination. Alors on peut être pour, on peut être contre. Moi, ce que je note, c'est que c'est un peu la bête noire du MEDEF, et que si la codétermination, c'est la bête noire du MEDEF, il doit y avoir forcément de bonnes choses là-dedans. Et puis, si j'ai envie de parler... ok, je finis vite. Un autre outil, ça pourrait être de changer vraiment et d'innover. D'innover notamment par quelque chose qui n'a jamais été testé, qui s'appelle la transition écologique. Ça créerait 1 million d'emplois. Ça créerait aussi la potentialité d'avoir des emplois qui soient des secteurs d'expertise pour la France. C'est-à-dire non seulement on crée des emplois aujourd'hui, mais on crée la potentialité de créer les emplois de demain. Mais pour créer ça, il faut se reposer aussi sur les circuits de la formation. Il faut se reposer sur une diminution du temps de travail, il faut se reposer sur un partage du temps de travail, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question globalement de ce qu'est le travail, de ce qu'est l'activité. Et peut-être que dans l'activité, il y a quelque chose de plus large que le travail auquel on devra réfléchir très prochainement. Merci. Merci.